Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Infosoir, deuxième partie, qui a le plaisir de recevoir notre confrère Yoro Dia. Il est spécialiste des questions internationales. Bonsoir Yoro Dia. Bonsoir Binta. Alors, l'actualité internationale, bien entendu, marquée par le président français qui a convoqué à Pau le 16 décembre prochain les chefs d'État membres du G5 Sahel. Macron, visiblement irrité par le sentiment anti-français qui est en train de naître dans la région sahélienne. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Merci beaucoup Binta. La lecture que j'en ai, c'est que Macron dirige la France, et la France est une démocratie. Quand on dit démocratie, on dit le pouvoir absolu de l'opinion publique. Et l'opinion française ne peut pas comprendre qu'on envoie que le Mali fasse appel à la France. C'est quand même Dioncounda Traoré, le président du Mali, qui a appelé la France à l'aide. Que le Mali appelle la France à l'aide, que des soldats français meurent pour défendre le Mali, pour faire une guerre au Mali, et que, en contrepartie, que des Maliens manifestent et dénoncent la présidence française comme c'est une force d'occupation. Donc Macron gère son opinion publique. IBK, le président du Mali aussi, gère son opinion publique. Il ne veut pas apparaître comme une sorte de valet et de laquais de la France. Et c'est là où va intervenir une question de rapport de force. C'est là où doit intervenir le courage politique. Évidemment, Macron, ce n'est pas une invitation, il va les convoquer en leur disant est-ce que vous voulez, oui ou non, que la France reste? Et ils diront oui, nous voulons que la France reste. Et Macron leur dira, mais allez le dire devant les médias. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est le drame de... Donc il n'y aura pas de rapport de force. Non, il n'y a pas de rapport de force parce que aussi bien le président du Niger, le président du Mali et le président du Burkina Faso sont convaincus que si l'armée française se retire aujourd'hui, leurs pays vont s'effondrer devant les coups de boutoir des djihadistes. Donc ils n'ont pas le choix. Et je pense que c'est là où doit intervenir le courage politique. C'est quoi le courage politique? Un homme d'État, c'est du caractère des circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, le Mali est dans des circonstances exceptionnelles. Il appartient au président du Mali d'avoir le courage de dire aux Maliens, nous avons été grands. Aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Nous sommes dans une position d'extrême fragilité. Nous avons demandé de l'aide au Sénégal, à la France, à l'ONU, à tout le monde pour mieux repartir. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'être aidés. La France elle-même, qui convoque aujourd'hui les pays africains, a été aidée. Vous vous souvenez de la Deuxième Guerre mondiale, après l'offensive du général Guderian, la Blitzkrieg, c'est ce que les Français appellent la débâcle. L'armée française s'est effondrée. La France a fait appel à l'Angleterre, aux États-Unis. La France a été aidée et la France s'est relevée. Et le problème du Mali, le drame du Mali, c'est que la présidence française date de 2012. En 7 ans, le Mali ne s'est pas relevé. Et je ne crois pas que dans 7 ans encore que le Mali va se relever. Et si le Mali ne se relève pas, pour nous, pour la France, le Mali est un problème de politique extérieure, mais si le Mali ne se relève pas, comme je le pense, pour le Sénégal, ce n'est pas un problème de politique extérieure, c'est un problème de sécurité nationale. Parce que si l'armée du Mali s'effondre après le retrait de la France, nous aurons, nous, les djihadistes, à nos frontières. Et c'est là, à mon avis, où c'est le plus important pour nous. Est-ce que cela veut dire que l'armée française doit encore rester au Sahel? Mais ça dépend de la volonté du Mali, parce qu'il faut rappeler un certain nombre de choses élémentaires. C'est le Mali qui a demandé l'aide de la France. Et c'est pourquoi je dis que ça va être extrêmement humiliant pour les présidents africains, mais ils n'ont pas le choix. Macron va leur dire, est-ce que vous voulez qu'on reste ou pas? Ils ne diront pas non, parce que s'ils disent non, et puis le régime va s'effondrer, parce que leur armée n'est pas à la hauteur. Et pour moi, c'est ça le plus grand danger. C'est là le truc qu'il faut retenir de ça. Un pays ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Et c'est ça le débat de fond. La base du contrat social, c'est la sécurité. Un pays ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Et j'ai l'impression aujourd'hui que le Mali, qui est dans une situation d'extrême fragilité, essaie de sous-traiter sa sécurité. Et pour moi, à mon avis, c'est une ignominie quand on voit par exemple des Maliens, des jeunes Maliens manifester dans la rue en disant « nous voulons que la France parte, nous voulons que les Russes arrivent ». Il n'appartient pas aux Russes de défendre le territoire malien, il n'appartient pas aux Français de le faire, il appartient aux Maliens de le faire. Maintenant, de façon conjoncturelle, ils ne peuvent pas le faire, mais ils doivent se donner les moyens de le faire, à mon avis. C'est peut-être ce qui semble gêner, c'est disons la tonalité même du discours de Macron, qu'il dit avec une certaine fermeté, à la limite une certaine arrogance, entre guillemets. Oui, il faut dénoncer l'arrogance, il faut dénoncer la forme, mais dans le fond, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, le Mali n'a pas le choix, le Burkina n'a pas le choix, le Niger n'a pas le choix. Comme je dis, quand il y a eu l'intervention française, j'avais dit à l'époque que c'est un impérialisme vertueux. C'est quoi un impérialisme vertueux? Ça veut dire que c'est de l'impérialisme vertueux. Ça, nous, Sénégalais, nous, Maliens, ça nous donne le temps de nous préparer à la menace. Le Mali avait 7 ans pour se préparer à la menace, mais le Mali ne s'est pas consacré intégralement à la menace. Et comme je dis, si les Russes arrivent, il n'appartient pas aux Russes. La présence française ne peut être que conjoncturelle. Et il faut que les Maliens, les Nigériens, les Sénégalais et les autres sachent que la France est une démocratie.
Et c'est quoi une démocratie? C'est la tyrannie de l'opinion. Une démocratie, c'est la terme de l'opinion. Si demain il y a des élections en France et il peut y avoir alternance, s'il y a alternance, le nouveau président français peut estimer qu'il n'appartient pas à l'armée française de défendre le Mali. Si Marine Le Pen avait été élue en 2012, je ne suis pas sûr, en 2017, lors de la dernière élection, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore l'armée française. Mais justement, est-ce que c'est pour mettre fin à cet impérialisme vertueux dont vous évoquiez tantôt, pour mettre fin à ce paternalisme français, que la CEDEAO a décidé, et avec l'UEMOA, de financer dans l'avenir le G5 Sahel, 100 milliards de francs CFA sont perdus? Non, quand je dis impérialisme vertueux, je vous précisais, quand je dis impérialisme vertueux, je réfléchis en tant que Sénégalais. En 2012, s'il n'y avait pas l'opération Serval, s'il n'y avait pas l'intervention française, les djihadistes étaient à Bamako. Donc si les djihadistes arrivent à Bamako, ils seront à Caille. Et je n'étais pas sûr qu'en 2012, que le Sénégal s'était préparé à la menace. Donc moi, à partir de 2012, je me dis, à partir du moment où les gens ont été stoppés, il faut que le Sénégal prenne au sérieux la menace et prépare la guerre de l'Est. C'est quoi on dit gouverner, c'est prévoir, mais défendre, c'est prévenir. La guerre de l'Est, c'est travailler sur une hypothèse simple. Qu'est-ce que le Sénégal fera le jour où, après le départ de la France, qui peut partir pour deux raisons, le jour où il va y avoir un méga attentat, 50 soldats français tués, l'opinion publique française va exiger que la France se retire. Le jour où il va y avoir alternance, le nouveau président peut exiger que la France se retire. Et donc, si on travaille sur ces hypothèses-là, en disant que tôt ou tard la France partira, quand tu écoutes le discours des Touaregs, comme je dis, c'est hyper important de discuter le discours de l'adversaire de l'ennemi. Les Touaregs disent que nous sommes dans l'adresse des Iforas depuis le néolithique. La France est venue une fois, elle est restée presque 70 ans, la colonisation. Cette fois-ci, elle ne restera pas aussi longtemps. Elle nous laissera ici face au Mali. Donc il faut que le Sénégal se prépare à ça. Et c'est pourquoi je dis, pour nous, la France nous a sauvés, la France nous a aidés à mieux préparer une guerre à laquelle on n'était pas du tout prêt. Et j'espère qu'aujourd'hui, le Sénégal se prépare sérieusement à ça. Et c'est pourquoi quand les gens posent le débat sur le G5 Sahel, est-ce que le Sénégal doit faire membre, pourquoi, ça n'a aucune importance. Et moi, je suis pour la doctrine de Churchill. Churchill a toujours théorisé le splendide isolement. Il disait que l'Angleterre n'a pas d'allié permanent ni d'ennemi éternel. La seule mission de l'Angleterre, c'est de se donner les moyens de défendre son île. Aujourd'hui, que le Sénégal soit membre du G5 Sahel ou pas membre, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, par rapport à la menace, on se donne les moyens de défendre notre s'organise, si l'UEMOA s'organise, c'est quand même une bonne chose pour financer le G5 Sahel. Mais l'ONU est là-bas. Mais est-ce que c'est suffisant? Mais la CEDEAO, l'ONU est au Mali depuis 2012. Les gens oublient qu'il y a la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali, qui est quand même l'un des plus gros budgets des Nations Unies pour le Mali. Je suis ouest-africain, mais je ne suis pas sûr que la CEDEAO puisse réussir là où l'ONU n'a pas échoué. Et c'est ça le débat de fond. Nous sommes tellement proches du Mali que nous avons été ensemble dans un même pays. Et aujourd'hui, aider le Mali, c'est de rappeler aux Maliens un certain nombre d'évidences. La première évidence, c'est qu'un pays ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Tu ne peux pas dire aux Français, partez, nous préférons les Russes. Un pays, c'est avant tout une administration et une armée. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, l'armée malienne n'est pas à la hauteur. Les armées africaines ne sont pas à la hauteur, il faut généraliser. Non, il y a des armées qui sont à la hauteur. L'armée du Sénégal a été à la hauteur. Si tu vois aujourd'hui, souvent quand tu dis ça, c'est ça qui différencie les politologues des juristes. Quand tu dis avec les juristes, ils disent que oui, il y a l'intangibilité des frontières de la colonisation. Nous, on ne croit pas à ça. Nous, on croit au rapport de force. L'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie et l'Érythrée a eu son indépendance. Le Soudan du Sud faisait partie du Soudan et le Soudan a eu son indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? Les gens ont gagné la guerre. Aujourd'hui, si le Sénégal est encore un État où il n'y a pas eu de sécession au Sénégal, c'est que l'armée du Sénégal a refusé qu'on sous-traite la sécurité en Casamance. Le Sénégal s'est donné les moyens de se défendre. Il y a deux pays qui font l'erreur de sous-traiter la sécurité. C'est aujourd'hui le cas du Mali, c'est aujourd'hui le cas du Congo. Sauf que Yoro, le terrorisme comparé à ce qui s'est passé, disons, en Casamance, c'est deux choses diamétralement opposées à mon avis. Non, mais tu sais, une armée se prépare à toutes les menaces. Une armée se prépare à toutes les menaces. Ça veut dire que personne ne peut être sûr dans 10 ans la forme de la guerre que l'armée devra mener. Mais c'est le principe pour un pays de dire, comme disait Max Weber, c'est l'une des vieilles définitions de Max Weber. C'est quoi un État? Un État, c'est une institution qui se donne les moyens d'avoir le monopole de la violence légitime sur un territoire qu'il contrôle. Et aujourd'hui, il est évident que le Mali ne contrôle pas tout son territoire. Mais aujourd'hui, le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Mais si demain, l'armée française venait à quitter le Mali, quelles seront les conséquences pour notre pays? Nous, on n'a pas le choix. C'est pourquoi je disais tantôt, pour la France, le Mali est un problème de politique extérieure. Pour nous, le Mali est un problème de sécurité nationale.
Ça dit aujourd'hui, c'est pas le Sénégal doit aider le Mali, c'est quand on est dans le Mali, on s'aide nous-mêmes. Stratégiquement, quand vous regardez une carte, et c'est pourquoi il faut toujours lire une carte, stratégiquement, c'est plus utile, c'est plus stratégique pour le Sénégal d'aider le Mali à connaître les djihadistes à Mopti que de connaître les djihadistes à Kaï. Ça veut dire que pour nous, le Mali, c'est un problème de sécurité nationale. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à ces deux hypothèses. Ça veut dire que si ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est pourquoi on dit la différence entre administrer et défendre. Gouverner, c'est prévoir. Administrer, c'est prévenir. Ça veut dire aujourd'hui, il faut que le Sénégal se prépare à cette bataille de l'Est. Si elle n'a pas lieu, comme on dit à Wolof Khairoun, si elle a lieu, au moins on sera préparé à ça. Mais est-ce que disons, cette histoire de terrorisme peut être transférée au Sénégal, d'autant plus qu'on le sait, ceux qui font le terrorisme au Mali, c'est carrément des Touaregs, comme ça c'est connu. Est-ce que aussi cette population a véritablement intérêt à faire régner une instabilité, par exemple, au Sénégal? Non, mais les terroristes, tu sais, comme on dit, ça, il faut lire les textes des groupes islamistes. Au moins, ils sont en avance sur les intellectuels africains, ils sont en avance sur les États, parce qu'eux, ils ont réglé la question des frontières. Et aujourd'hui, quand tu vois la gravité de la situation au Mali et au Burkina, le Mali et le Burkina s'offrent le luxe de parler des questions de frontières. Ce sont les mêmes groupes djihadistes qui traversent allègrement la frontière, qui attaquent au Mali et qui se réfugient au Burkina, qui viennent attaquer au Burkina et se réfugient au Mali. L'idée de le communiquer. Le Mali et le Burkina se permettent des querelles de frontières. Mais les djihadistes n'ont pas ce genre de préoccupation. Et quand tu vois les groupuscules islamistes, ils ne parlent pas de Mali. Ils parlent d'Afrique de l'Ouest, Moujao. Et si vous regardez une carte, ces gens-là veulent aller vers l'Atlantique. Et le prolongement naturel du Mali, c'est le Sénégal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, stratégiquement, le port du Sénégal est le port du Mali. Ça veut dire, il faut que, à mon avis, que le Sénégal s'y prépare sérieusement. Quel que soit ce qu'on dira à Pau, il faut que le Sénégal se donne les moyens de se préparer sérieusement. Mais en tout cas, Yorodia, c'est cette sortie d'Emmanuel Macron qui convoque des chefs d'État africains en France pour une séance d'explication a soulevé un tollé au sein de l'opinion. À quand la fin du paternalisme français? Non, c'est pas du paternalisme. Il faut pas être naïf. L'histoire, la géopolitique, c'est des questions de rapport de force. C'est des questions de rapport de force. Et comme je dis souvent à mes amis maliens à l'état Kinal, aujourd'hui, le Mali n'a pas les moyens de son orgueil. Le Mali, c'est Soundiata Keïta, le Mali, c'est Kanka Moussa. Le Mali a été grand. Aujourd'hui, le Mali ne l'est plus. Mais il faut partir de cette hypothèse-là. On ne peut pas tout le temps fantasmer sur son passé. Il faut partir de cette hypothèse-là en disant on a été grand, nous avons un grand peuple, nous avons des traditions guerrières. Comment rebâtir? Maintenant, en attendant de rebâtir, on fait des concessions, on fait des compromis. Et c'est pourquoi, comme je dis, le courage politique aujourd'hui pour le président du Mali, c'est de dire aux Maliens nous avons besoin de présence étrangère. Nous avons besoin du millier de soldats sénégalais qui est là-bas. Nous avons besoin des soldats français, nous avons besoin de tant de soldats. Mais en attendant, pour moi, c'est ça l'heure stratégique. Quand vous avez tous ces soldats-là, vous devez mettre à profit le temps pour réarmer. La France a été défaite en 1940. De 40 à 44, la France a réarmé et s'est donné les moyens de revenir à une puissance. Et c'est ça aujourd'hui que doit le faire le Mali. Aujourd'hui, la seule priorité pour le Mali, c'est de rebâtir un État et c'est de rebâtir une armée. Mais quand on entend le président français dire qu'ils vont venir me dire s'ils veulent de nous ou pas, on a quand même trouvé que le ton était trop menaçant. Mais bien sûr, le ton est menaçant. Mais c'est comme je dis, c'est pas une invitation, c'est pas une invitation, c'est une convocation. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Aussi être homme d'État, c'est ça. Ça veut dire que, et puis, quand tu lis les mémoires de De Gaulle, et puis un jour, De Gaulle a dit à Alger, face à Roosevelt, I demand. Il avait un mauvais anglais, il a dit I demand. Et quand vous traduisez en anglais, c'est j'exige. Oui. Mais Roosevelt lui a dit, mais vous êtes qui pour exiger? Vous êtes le chef de la France libre, vous n'avez pas de territoire, vous êtes un ambulant, vous ne pouvez rien exiger. De Gaulle a accepté. Après, il s'est dit, oh, pour l'instant, je ne peux rien exiger, mais je me donne les moyens, peut-être dans 5 ans, d'exiger. Quelques années plus tard, il s'est donné les moyens d'exiger en disant, je quitte l'OTAN. Je recrée moi-même l'autonomie de la défense française. Et c'est ça un pays. Comme je dis souvent au Congo, le Congo a donné de grands musiciens, Kanda Bongoman, tout ça, Pepe Kale. Mais aujourd'hui, je dis à mes amis congolais, donnez-vous les moyens de donner de grands généraux. Vous ne pouvez pas être assis sur un pays riche, être assis sur une mine et ne pas se donner les moyens de défendre votre pays. Et quand vous entendez le discours des Congolais, c'est pathétique. Oui, mais les soldats de l'ONU ne veulent pas protéger les civils, les soldats de l'ONU... Pourquoi un Pakistanais va accepter de mourir pour le Kivu si le soldat congolais ne peut pas le faire? Pourquoi un soldat sénégalais va-t-il mourir pour Kidal si le soldat malien ne peut pas le faire? Par contre, pour Santiago Mandja, pour Dirac, les soldats sénégalais sont prêts à le faire. Et c'est ça un pays. Un pays, c'est avant tout une armée. La base du contrat social, c'est la sécurité. Et dans un pays, quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. Et le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, quand on va au Mali, au Burkina, l'État a failli parce que l'État ne s'est pas donné les moyens d'assurer la sécurité aux populations. Alors, vous pensez que véritablement le Sénégal est en train de s'adapter, d'autant plus que depuis quelques
temps ou alors même depuis quelques années, on assiste, disons, à des réunions, des colloques qui ont trait, disons, à l'aspect sécurité. Alors, pensez-vous que les stratégies qui ont été mises en place ou alors développées permettent évidemment d'être confiants quant à l'avenir de notre sécurité, par exemple? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais enfin, comme on dit, quand on fait de l'analyse, toutes les choses sont importantes. Et à mon avis, le fait que le Sénégal ait choisi l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air pour en faire le chef d'état-major des armées, ça veut dire que le Sénégal comprend la nature de la menace. Le Sénégal a gagné Fodé-Kaba 1, Fodé-Kaba 2, les guerres de Gambie, on a gagné la guerre en Casamance, on a été à Gabou. Mais ça, c'est des guerres de fantassins, des guerres de chars de combat. Mais la bataille de l'air, c'est une bataille de l'armée de l'air. C'est une bataille de l'armée de l'air. Vu l'immensité du territoire, les groupuscules terroristes ne sont pas dans des chars de combat, c'est des menaces asymétriques, ils sont dans des pick-up. Et ça, il faut donner. C'est une bataille de l'armée de l'air. Parce que l'armée de l'air, de savoir d'où vient la menace, de pouvoir réagir à la menace. Sauf que le Mali reste quand même une zone désertique comme. Oui, ils ont désertique. Par exemple, le Sénégal, c'est pas le cas. Et c'est ça la préparation. Par exemple, quand vous voyez, c'est ça aussi la géopolitique. Quand vous voyez le Sénégal aussi faire ostensiblement de la publicité sur ses acquisitions en termes d'aviation, en termes de patrouille, nous sommes, voilà, ça veut dire... C'est pour intimider, ouais. Non, c'est de dire aux terroristes, bon, on ne souhaite pas que vous veniez, mais si vous veniez aussi, ben, comme dit Senvi, l'art de la guerre, c'est de convaincre l'adversaire que vous êtes tellement plus fort que l'adversaire ne va pas engager le combat. Et si vous suivez aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, le Sénégal est dans cette stratégie. Ça veut dire que oui, on a tel avion, on a des patrouilleurs, et ça, à mon avis, stratégiquement, c'est très important. Alors, l'autre actualité, bien entendu, c'est le naufrage de l'embarcation de fortune au large de Nouadhibou en Mauritanie. Beaucoup de migrants y ont perdu la vie, dont 15 Sénégalais. Quelle est votre lecture sur cette tragédie? C'est une tragédie de plus. Et puis, il y a cela quelques mois, quelques années, ça s'est déplacé sur la Méditerranée. Mais apparemment, ça revient sur l'Atlantique. Mais ça aussi montre l'état de désespérance de la jeunesse africaine. Et c'est ça qui est pathétique. Ça veut dire quand quelqu'un est prêt... bon, moi, ça me touche particulièrement personnellement parce que comme je suis de Thiaroye-sur-Mer, c'est mon village. Et puis mon village a payé un lourd tribut à ça. J'ai des amis d'enfance, beaucoup d'amis qui sont morts dans ça. J'ai d'autres amis aussi, machallah, qui ont réussi à entrer en Espagne. Mais le problème de fond, ça veut dire ça montre l'état de désespérance. Oui. Quand un jeune est prêt à dire Barça ou Barça, ça veut dire qu'il a de la volonté, il a du courage. Maintenant, il appartient, c'est ça le développement, c'est la mobilisation des énergies individuelles vers un projet collectif. Les énergies individuelles sont là, ça veut dire les jeunes ont de l'ambition. Les jeunes veulent réussir, mais il faut que les États s'adaptent pour leur créer un cadre qui leur permet de réussir. Mais aussi dénoncer l'hypocrisie. Comme on dit souvent, la liberté de personne, elle est bien. C'est-à-dire les gens veulent bien que des gens comme Marché Singama, l'agent des théâtres africains qui sont à Paris, à Zurich, mais ils ne veulent pas des Africains. On accepte la liberté de circulation des biens, mais la liberté des personnes demeure encore. Mais on nous parle d'un fait de société en ce qui concerne l'immigration clandestine. Mais est-ce que, au-delà de ce fait de société, les responsabilités ne sont pas à situer? Est-ce qu'on parle global ces responsabilités-là? Non, mais les responsabilités sont à situer. Les responsabilités, elles sont, à mon avis, elles sont principalement africaines. Les responsabilités sont principalement africaines. Ça veut dire que quand même les pays africains ne peuvent plus invoquer la colonisation parce que, comme je dis souvent, bientôt le temps de l'indépendance aura dépassé le temps de la colonisation. Bientôt. Et puis quand vous voyez à l'indépendance, il y avait ce qu'on appelait le tiers-monde, ça regroupait les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Si aujourd'hui les pays d'Asie et d'Amérique latine ont décollé et que nous avons coulé, et à mon avis c'est la cause endogène qui l'emporte sur les causes exogènes. Et c'est à mon avis, cette histoire de l'immigration clandestine, ça doit être une sorte de balafre pour la conscience des dirigeants africains. Oui. Merci donc à Yoradja d'avoir répondu à notre invitation, mais nous vous invitons à rester poursuivre avec nous les actualités sportives. Ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne dans un instant. C'est moi qui vous remercie. Et quelles sont les actualités sportives? Alors, on va démarrer, Binta, avec cette bonne information concernant bien entendu l'équipe nationale de handball féminine qui est à Kumamoto, c'est au Japon. Le Sénégal qui participe pour sa première fois à une phase finale de Coupe du Monde. 3 matchs, 3 défaites, mais la 4e a été la bonne pour l'équipe de Frédéric Boujon qui a battu ce matin la formation du Kazakhstan sur le score de 30-10. Il faudra aussi rappeler que la gardienne Dungo Kamara a été désignée MVP. Frédéric Boujon donc qui se dit content de voir le Sénégal signer sa première victoire à une phase finale de Coupe du Monde. Il s'agit maintenant de continuer le boulot avec les matchs de classement qui certainement vont sourire à l'équipe nationale féminine de rendez-vous. Et puis on enchaîne avec disons le tournoi de foot de l'IFO qui se déroule à Conakry, c'est en Guinée. Il s'agit donc de cette compétition qui concerne les formations issues de l'Afrique de l'Ouest, Union des fédérations est-africaines, zone A. Donc le Sénégal qui va jouer donc sa finale demain à partir
partir de 19h. Ce sera contre le Mali, le Sénégal qui a sorti en demi-finale la Gambie, qui est l'équipe championne en titre. Et puis on enchaîne avec les championnats étrangers, certainement avec la complicité de la régie. On va voir donc le calendrier de la Ligue 1 française, donc à Limoges. Un match qui a déjà démarré depuis 18h entre Lille et Brest à 19h45. Nîmes fera face à Lyon. Pour le reste des matchs, donc vous le voyez à Limoges, notamment on va suivre le Paris Saint-Germain qui va jouer donc demain en déplacement à 16h30 chez Montpellier. Et puis le choc de cette journée va opposer l'Olympique de Marseille, deuxième au classement, au Girondins de Bordeaux, troisième. Match prévu donc dimanche à partir de 20h. En Angleterre, il va falloir se lever tôt demain pour suivre l'entame de la 16e journée, 12h30 Everton-Chelsea. Mais on va s'intéresser à Liverpool de Sadio Mané, qui est l'équipe qui est en tête du classement. Liverpool qui va jouer demain à partir de 15h contre la formation de Bournemouth, le choc ou alors le derby mancunien, 17h30 toujours demain samedi, entre Manchester City et la formation de Manchester United. En Espagne, on va s'intéresser d'abord au Real Madrid qui occupe la place de leader en compagnie du FC Barcelone. Ces deux formations donc qui vont jouer demain dimanche, 12h Real Madrid, demain plutôt samedi, 12h Real Madrid contre Espanyol de Barcelone, 20h Barcelone contre la formation de Mallorca. À l'instant donc Villarreal va jouer tout à l'heure avec la formation de l'Atlético Madrid. En Italie, l'Inter de Milan joue présentement contre la formation de l'AS Roma, Inter de Milan qui est en tête. Demain pour la suite, la Juventus de Turin se déplace chez la Lazio de Rome. Et puis on termine avec l'Allemagne. L'Allemagne, 14e journée. Dortmund joue demain à 14h30 contre Düsseldorf. Le Bayern Munich est en déplacement chez le Borussia Mönchengladbach. Le Bayern Munich qui évolue actuellement en dents de scie. Voici donc l'essentiel des actualités sportives de ce week-end. Merci beaucoup, cher Tidjane Diagne. Est-ce qu'il y aura un fait que vous aurez marqué dans ce tour de l'actualité sportive, Yorodia? Non, j'ai la consternation que notre compatriote Sadio Mané n'a pas gagné. Et puis, je suis de ceux qui pensent qu'il doit redoubler d'efforts pour, vu les procès qu'on lui fait sur l'aide africaine, je pense qu'il lui appartient de faire beaucoup plus d'efforts pour gagner la prochaine fois. Absolument. Mais j'avoue publiquement mon inculture en la matière. Merci. Merci beaucoup, Yorodia. Merci également à vous, cher Tidjane Diagne. Merci à vous, Le temps de vous dire au revoir et de recevoir la très belle dame. C'est un endroit où j'ai pu écouter le murmure du silence et le bruit de la nature. C'est sur une colline, il y a beaucoup de vers, il y a des oiseaux, il y a même une scène de théâtre là-bas. Je vais vous laisser, chers téléspectateurs, traverser ces belles images dans un train qui vous amènera jusqu'à Touba Biala. Regardez, ce site va vous inspirer. Avant d'y accéder, nous sommes passés par une route assez chaoteuse. Après une bonne demi-heure en voiture, c'est un waouh que nous avons poussé à la vue d'un si bel endroit. Et un jour, pour mes vieux jours, je me suis dit, au lieu d'être consultant, je vais prendre un beau lieu pour m'installer et la retraite. D'accord. Donc j'ai trouvé une colline complètement isolée, pratiquement inatteignable, de façon confortable. Et tout le monde m'a dit, c'est extraordinaire comme site, et j'ai pris le risque. Ce choix, Michel ne le regrettera jamais. Sur la colline, monts et merveilles. Gérard Chenet, initiateur, artiste, a construit ici en face de chez moi un grand théâtre de 300-400 places. Et au-delà de la colline, vous voyez ici, il y a un autre théâtre qui s'appelle le Diarama. Ici, c'est un engouement. Et le Diarama fait essentiellement des spectacles pour adolescents et enfants. Et il fonctionne là? Oui, il fonctionne, ça fait 150 places. D'accord. Oui, il y a théâtre, il y a une école alternative, il y a l'agriculture, donc c'est tout un centre culturel. C'est un site culturel alors? Oui, c'est un site culturel. D'accord. Ça fonctionne très très bien. Mais l'endroit risque de disparaître. Un projet va bientôt voir le jour. Complètement, ça va complètement disparaître. Moi je ne comprends pas, parce que la région est jolie, elle est protégée au niveau de la mer, il y a des dauphins uniques au monde, il y a des tortues uniques au monde, des oiseaux uniques au monde qui viennent dans la baie. C'est la première poche de verdure près de Dakar. Il n'y a rien de plus proche pour respirer proprement. Et en fait le lieu c'est uniquement la proximité de l'aéroport, de faire tout un zoning industriel, forcément le port, mais aussi les entrepôts et tout ce qui va avec. Un appel est lancé. C'est un lieu unique au Sénégal et surtout dans la région. C'est avec les plages, ce sont presque les seules plages maintenant plus ou moins propres
pour les gens de Dakar, pour aussi tout ce qui se développe à Diamniadio. Il y a encore plus de gens qui vont habiter, mais où est-ce qu'ils vont aller pour profiter de la mer, de la nature? C'est pratiquement que ici. En tous les cas, moi j'en ai profité, joignant l'utile à l'agréable. Ah oui, ça n'arrive pas tous les jours, Aïssatou Paye, il faut en profiter, mais juste dire que la localité, vous me l'avez dit tantôt, s'appelait Djunkrop, pour dire crabe en français, mais il y a eu changement de dénomination par les populations qui l'ont surnommé Djunkrop. Non, tout à fait. Binta, en fait, avant, la localité s'appelait Djunkrop. Ça veut dire crabe en français, parce que non loin de là, il y avait une lagune aux crabes. Et les femmes allaient y pêcher et ramasser des crabes et tout. Et voilà, donc c'était la particularité de la localité. Au fil du temps, l'appellation a changé de Djunkrop. On dit Nyongrop. J'espère que j'ai dit, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Voilà, donc c'est un bel endroit. Pendant l'hivernage, c'est magnifique à voir, c'est vraiment beau. Et comme il a dit tout à l'heure, Michel, le site risque de disparaître parce qu'il y a un projet en cours, un port qu'ils veulent construire là-bas. Et je trouve vraiment dommage qu'un si bel endroit disparaisse ainsi, n'est-ce pas, Yoro? Ça ne disparaisse pas du tout, mais on a également regardé dans le reportage que l'accès n'était pas facile. Pendant l'hivernage surtout, parce qu'il y a beaucoup d'eau, on y va à dos de cheval ou en charrette, mais là avec une belle 4x4 et une voiture bien solide, on peut y aller quand même. Alors Yorodia, comment vous trouvez Djunkrop? Non, mais enfin bon. Non, Nyongop. Voilà, l'appellation a changé. Avant c'était Djunkrop, voilà. mais maintenant c'est Nyongop. Voilà, maintenant, si c'est crabe, comme disent les Lébou, comme je suis né et grandi à Thiaré, je suis Lébou, on dit Djunkrop. Oui. Non, mais c'est très bien, mais ça montre, à mon avis, que les gens oublient que notre presqu'île, notre belle presqu'île, qui est une Finistère, à l'époque s'appelait le Cap-Vert. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de verdure à Dakar. Et comme on dit, l'émergence, c'est vrai, c'est le béton, c'est le goudron, c'est les immeubles, mais aussi c'est des poumons verts. Il n'y a presque plus d'espace vert à Dakar. On a envie de bien respirer. Voilà, je pense que aussi Dakar, c'est un paradis. Nous avons la mer, nous avons la verdure, mais comme je dis, le problème de Dakar, c'est que nous avons des problèmes d'urbanité. Des problèmes d'urbanisme, ce n'est pas un problème d'urbanisme, c'est un problème d'urbanité. Donc ça s'appelait le Cap-Vert, et à mon avis, il faut reverdir, il faut reverdir le Cap-Vert, ne pas oublier que l'émergence, ce n'est pas seulement des bâtiments, c'est des goudrons, mais c'est aussi des espaces verts, c'est des espaces culturels. Cette zone est sublime. Toubab-Diala, c'est sublime. Ouais, de belles plages, naturellement. Vous prêchez un convaincu, vous prêchez un Lébou. J'espère bien. C'est à la portée, de tout le monde, je pense. Merci beaucoup Aïssatou. C'est moi qui vous remercie, chers téléspectateurs, et j'espère que vous vous êtes inspirés, que ce bel endroit vous a inspiré. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain et gardez la page et très bon week-end à vous. Alors, juste donner une information qui vient de tomber, que le chef de l'État vient de réquisitionner à compter du 6 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui 2019, depuis 20h jusqu'au 31 décembre 2019, l'ensemble du personnel de la SDE pour assurer la continuité du service public de l'eau potable dans le périmètre affermé. Il l'a fait savoir tout à l'heure par décret. Nous y reviendrons très prochainement. Merci également à Yorodia d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà ce qui referme Info Soir pour ce soir.